Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. C'est un épisode très particulier et chargé en émotions pour moi que je vous livre aujourd'hui. Il y a quelques mois, je vous ai partagé 3 victoires du podcast. 3 personnes qui ont pu poser un diagnostic, en partie grâce à l'écoute du podcast. Aujourd'hui, c'est l'une de ces histoires que je vous propose d'écouter pour lancer la rentrée du podcast. Je reçois Laurie, qui a 35 ans et qui souffre de spondylarthrite ankylosante. Malgré un frère diagnostiqué très rapidement d'une spondylarthrite et de nombreux arguments et symptômes en faveur de cette pathologie, l'errance de Laurie dura plus de 25 ans avant que ce diagnostic soit posé sur des années de souffrance. Une phrase extrêmement choquante dite par un médecin à Laurie aura pour conséquence de lui faire arrêter toutes ses recherches et consultations de médecins pour ses douleurs. C'est sa rencontre avec le podcast, puis nos échanges qui lui donneront l'envie de reconsulter. Dans cet épisode, Laurie nous raconte combien son parcours fut semé d'embûches, mais aussi en quoi le diagnostic est extrêmement bouleversant pour elle et remet en cause de nombreuses choses dans sa vie. Nous avons aussi parlé des différences entre les hommes et les femmes pour poser le diagnostic de spondylarthrite. Je suis très fière et heureuse de vous partager son histoire qui m'a énormément bouleversée et profondément émue. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laurie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On s'est loupé une fois avec un problème informatique et là on a enfin réussi à se connecter et à se retrouver pour enregistrer ton témoignage. Oui, ça y est. Je suis vraiment hyper touchée que tu aies accepté de témoigner. Alors on va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un parcours particulier le tien et puis il y a quelque chose qui nous rassemble puisque tu es une des victoires dont je parlais du podcast il y a quelques semaines et je t'ai proposé du coup de témoigner à cette occasion-là et je te remercie beaucoup de le faire parce qu'évidemment je suis toujours autant bouleversée que le podcast ait pu te soutenir et t'aider. Donc merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi.
Donc on va commencer, je vais te demander de parler de la pathologie dont tu souffres et quels sont les principaux symptômes chez toi. Alors, je souffre de spondylarthrite ankylosante, axiale et périphérique. Mes douleurs sont principalement au niveau du bas du dos, au niveau sacro-iliaque, et surtout la partie droite de mon corps, donc le pied droit, le genou et la main. J'ai aussi les cervicales. Voilà. Quand est-ce que ces douleurs ont commencé? Vers quel âge elles ont commencé et elles sont apparues comment? Alors, le tout début des douleurs, c'était dans mon enfance. J'avais 10 ans, mal dans le bas du dos et dans la fesse droite. Je faisais de la gym à l'époque, j'aimais bien et on m'a dit d'arrêter à cause de mes problèmes de dos. Donc là, j'ai commencé à faire des radios et j'avais une petite, j'ai une petite malformation au niveau des lombaires, une forme de spina bifida mais minime, hein. Et on m'a dit, c'est à cause de ça, il faut arrêter, voilà, la gym, c'est pas bon pour les articulations et faut faire du kiné. Voilà, faut faire de la kiné pour renforcer ma colonne, enfin mes abdos, mes dorsaux, et pour éviter les douleurs. Donc on s'est vraiment axé là-dessus pendant des années. Je me souviens, il y a une phrase qui m'avait marquée de la part de mon kiné. Il m'avait dit il faudra que tu épouses un kiné parce que tu auras mal au dos toute ta vie. Waouh. Donc ça commençait déjà, voilà, j'avais 12 ans, j'entendais que j'allais avoir mal au dos toute ma vie, quoi. Oui, parce que ce qu'on te proposait de mettre en place, ça ne changeait pas profondément tes douleurs. Non, 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 j'avais toujours des douleurs dans le bas du dos quand j'étais debout trop longtemps ou quand je faisais des sports avec des impacts comme la course ou des choses comme ça. Et à chaque fois, on me disait que c'était ma colonne, que t'es mal formée. Voilà. Après, au lycée, j'ai eu des douleurs au niveau cervical. Ça me descendait dans le bras, ça me faisait des névralgies. Enfin, j'avais très mal dans l'épaule, à la main quand j'écrivais. J'avais très mal à la main. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je consulte quand même, que c'était pas normal d'avoir autant de douleurs. J'ai consulté un médecin du sport, un MPR, dans une clinique près de chez moi. Donc je vais le voir, donc je lui explique un petit peu que voilà, j'avais arrêté la gym et que j'ai fait plutôt des sports doux suite à ça, donc de la natation, j'ai fait du pilates, voilà, j'essaie de faire des choses compatibles avec ma colonne qui était fragile. Enfin, Et sans impact, du coup. voilà, sans impact. À chaque fois, j'étais dispensée du cross et de tous les sports compliqués au lycée. Et donc, ce médecin me dit, donc il me fait des tests de souplesse, il me dit de toucher mes pieds, tout ça. Moi, j'ai aucun souci, je suis très souple, je suis assez laxe. Donc, il disait, bah voilà, bah super, bah très bonne mobilité. Bon, bah tout va bien. Vous savez quoi, pour vos douleurs, allez danser, hein, ça vous fera du bien. Détendez-vous. Voilà. Sous-entendu que c'était un peu dans ma tête, hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu, quoi. En tout cas, que ça pouvait être lié au stress ou Ouais. que tu te crispais peut-être à cause de tout ça et qu'il fallait que tu te détendes en allant danser et en pensant à autre chose Voilà, c'est peut-être. ce que j'ai compris parce que bon, aller danser, ça vous fera du bien. Voilà. Donc il m'a donné aucun traitement, vraiment rien du tout, hein. Je suis sortie de cette consultation en me disant, bah voilà, qu'il fallait que j'aille danser. Donc, mais danser plutôt loisir, hein, c'était même pas. Oui, oui, aller en boîte de nuit avec les copains, Voilà, quoi. c'était ça. Ouais. Donc bon, donc ça ouais, c'était au lycée. Après j'ai poursuivi mes études. Je fais des études pour être orthoptiste. Après, je suis devenue orthoptiste. Ensuite, donc j'ai commencé à travailler en libéral, en orthopsie, dans un cabinet où il y avait beaucoup de monde. Je faisais de la rééducation. Donc l'orthopsie, c'est la rééducation des troubles visuels.
autre que ce qui se traite par lunettes ou chez l'ophtalmo avec des opérations. Donc c'est tout ce qui est vision fonctionnelle. Et donc on accompagne les patients avec des mouvements guidés, avec des prismes qu'on place devant les yeux. Et donc j'avais le bras toujours en l'air, toujours en mouvement. Et c'était une position au travail qui me faisait beaucoup souffrir. J'avais vraiment très très mal. Des fois je faisais des pauses. Des fois les patients me voyaient en souffrance, ils m'aidaient à tenir la barre de prisme tellement j'étais en difficulté. Donc c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à consulter et à essayer de trouver des solutions pour pouvoir continuer à travailler correctement. C'est vraiment un métier passion. Je veux faire ça depuis que je suis toute petite. Donc je me disais bon, je vais y arriver. Après c'est assez connu chez les orthoptistes le fait d'avoir mal au bras quand même, à l'épaule, parce que on a tous comme ça les bras en l'air toute la journée. Voilà, c'est ça. Là, il y a des solutions avec d'autres outils pour essayer de soulager au niveau de la posture au travail. Il y a des choses qui bougent un petit peu. Mais à l'époque, voilà, on était quand même assez limité. Et donc j'ai consulté. Je sais plus si j'avais reconsulté un médecin. En tout cas, j'avais mon médecin traitant qui m'accompagnait comme il pouvait à son niveau par rapport à mes douleurs. Donc, il m'avait represcrit, je pense que j'avais fait des IRM cervicales. Donc, on avait juste noté une inversion de courbure cervicale, mais on m'avait dit, vous avez dû avoir un accident de voiture, coup du lapin. Je dis non. Mais voilà. Du coup, je suis ressortie sans solution. On m'a renvoyé faire des séances de kiné. Est-ce que a posteriori, c'est ce qu'on voyait au niveau cervical, c'était la spondylarthrite ou c'était encore autre chose et on ne sait pas quoi? J'ai pas redemandé à mon rhumato qui m'a diagnostiqué, parce qu'on n'avait pas le temps de reparler de tout l'historique. C'est peut-être ça. Comme la spondylarthrite aurait tendance à faire la colonne vertébrale en bambou, peut-être que ça a un lien, mais on l'a toujours pas fait. En tout cas, pas un médecin. Il n'y a pas encore un médecin qui m'a confirmé ça. Comment était ton entourage pendant toute cette période où finalement tu consultais régulièrement, tu avais beaucoup de douleurs et on te renvoyait que tu n'avais rien? Mon entourage, c'est Laurie a toujours mal quelque part. Voilà, Laurie a toujours un problème. Je suis une chochotte, je suis douillette, voilà. C'est quelque chose que tu pouvais te dire aussi? Je pense que je l'ai intégré à force de l'entendre depuis que je suis toute petite. Je suis dispensée de sport, je suis douloureuse, voilà, depuis l'enfance. Donc, je pense que je sais pas trop si j'arrivais à me dire que c'était pas normal. Ouais, je sais même pas, parce que quand même le mal était là. Hein, je le sentais, donc je devais osciller entre c'est moi, peut-être que je me focalise là-dessus, ou des moments où je me disais non, c'est pas normal, j'ai quelque chose. C'est pour ça que j'ai eu des périodes où j'ai consulté, des périodes où j'ai pris sur moi. Donc ouais, c'était assez compliqué à gérer. Des fois, j'osais même pas dire aux gens que j'avais mal. J'avais mal comme ça, toute seule. Sauf quand ça se voit, mais pareil, quand ça se voit, on se dit elle est encore pas bien, elle est encore fatiguée, elle a encore un problème. Voilà. C'était un peu ça, en tout cas ce que ça m'a renvoyé. Ils ont peut-être pas fait exprès, mais moi, tu sentais en tout cas beaucoup de jugement dans les mots qui pouvaient être utilisés envers toi. Surtout quand, je pense pas que ce soit malveillant, mais si les gens sont impuissants, ils essayent de rejeter un petit peu la chose, quoi, en voulant bien faire, hein, j'imagine, mais je me suis pas sentie très appuyée, très soutenue. Voilà.
c'était un peu compliqué. Donc après, j'avais quand même certaines connaissances qui me disaient ah mais va voir un ostéo. Moi, je vais voir un ostéo, ça me fait du bien. Oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Voilà, tout le monde essaye de me donner des petits conseils pour ce qui a fonctionné pour eux. Donc des fois, j'ai pu tester. Il y a une période où j'ai vu beaucoup d'ostéo. J'avais vu un podologue pour me faire des semelles posturologiques pour soulager mes problèmes de dos. Donc, c'était encore pire, mais ça me faisait mal aux pieds. La semelle qui corrigeait ma posture me faisait super mal aux pieds et ça amplifiait mes douleurs au niveau de la fesse. D'ailleurs, on a toujours dit que c'était une sciatique, mais une sciatique qui s'arrête au niveau de la fesse. Donc, ce n'est pas une sciatique. Oui, c'est ce que moi on me disait aussi tout le temps. Sauf que c'était un coup à droite, un coup à gauche en plus, donc bon. Moi, c'était quand même principalement à droite. J'ai testé même pour mes douleurs cervicales, j'ai testé un dentiste qui m'a mis une gouttière de nuit pour. J'avais des problèmes au niveau de la mâchoire. Je pense que c'était une poussée aussi ça devait être une crise de spondylarthrite, je pense, au niveau de la mâchoire. Donc on m'avait fait porter une gouttière de nuit. C'était encore pire aussi, vraiment. C'était très douloureuse. J'avais surtout mal la nuit. J'ai vu un kiné qui m'a fait de l'acupuncture au niveau des cervicales. C'était horrible, très douloureux. J'ai même été voir un kiné qui m'a dit « Non mais là, vous avez mal dans le bas du dos et dans le haut du dos, je peux pas faire les deux en même temps. On va essayer de traiter le haut, puis sur les prochaines séances, on traitera le bas. » Enfin, il était assez... ils étaient souvent un peu démunis. Ils se disaient « Il y a trop de choses à traiter, je vais pas y arriver. » En plus, c'est quand même difficile, j'imagine, de traiter un douloureux chronique comme ça, sans diagnostic. C'est vrai que ma kiné, elle me le dit aussi des fois, encore aujourd'hui, elle me dit là j'ai tellement travaillé par exemple le haut de la colonne que même si je lui rapporte évidemment j'ai mal à d'autres endroits, elle me dit pour aujourd'hui je reste là parce que sinon il faut déjà que le corps il se remette de ce que j'ai fait et qu'il arrive à s'autoréguler avec ce que j'ai mis en place. Si je viens traiter en plus le bas, ça va être trop d'informations pour ton corps et ça risque au contraire de déclencher de l'inflammation et d'augmenter les douleurs. Donc oui. Donc oui, il y a une raison, mais moi je comprenais pas. Je me disais mince, mais du coup il me laisse à moitié douloureuse. Bon, de toute façon ça changeait pas, ça n'améliorait pas beaucoup. En fait, tu frappes un peu à toutes les portes pour essayer de trouver des solutions et diminuer tes douleurs en tout cas. Oui, c'est ça. Pendant longtemps, quand j'ai commencé à travailler, donc c'était en 2010, je pense pendant au moins 4-5 ans, j'ai consulté. Après, j'avais trouvé un chiropracteur, une chiro, qui m'a bien aidée quand même. Elle était bien à l'écoute de mes douleurs. Elle essayait de trouver des explications. Elle essayait de me trouver des solutions pour me soulager. Entre les séances, le but c'était que je revienne pas la voir trop souvent. Elle me disait ne revenez pas trop tôt. Elle essayait de me donner des petits étirements que je fais toujours encore maintenant. Voilà, me donner des petits exercices de renforcement musculaire légers. Conseillait, elle m'écoutait beaucoup. Elle m'a quand même bien aidée, cette chiro. Elle m'a encouragée à reconsulter des médecins, à refaire des imageries. Est-ce que tu as vu des rhumatologues pendant tout ton parcours, justement ? Oui, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai reconsulté. Parce que il me semble, si je me trompe pas, que tu as le gène HLA-B27 qui est positif. Ça, voilà. Qui t'a fait ce test-là ? Alors ça, c'est mon médecin traitant. D'accord. J'ai eu un enfant. Pendant ma grossesse, j'avais très mal au dos. Le postpartum, c'était encore pire. Vraiment, c'était l'horreur. J'avais envie de pleurer à chaque fois que je devais porter mon fils, qui était tout petit, qui faisait 3 kilos. J'avais très très mal au dos. J'étais vraiment très mal.
Donc j'ai quand même continué à avoir cette chiro. Et après, quand il a grandi, donc ça c'était en 2019-2020, j'ai consulté un rhumato qui m'a dit que c'était mes problèmes perso qui faisaient que j'avais des douleurs comme ça. Il avait rien à me dire, il m'a dit c'est votre vie perso, prenez des antidouleurs et puis voilà, ça ira mieux. Parallèlement, j'ai mon frère qui a été diagnostiqué d'une spondylarthrite ankylosante. Lui, il était diagnostiqué en une imagerie. Il a eu une grosse crise au niveau sacro-iliaque. Il était complètement coincé. Sa douleur le paralyse. Il fait une IRM sacro-ilite typique. Voilà, le radiologue lui dit vous avez des antécédents dans la famille parce qu'on dirait une maladie rhumatismale inflammatoire. Allez consulter un rhumato. Donc là, mon frère me dit mince, qu'est-ce que je fais Je vais voir quel rhumato parce que toi t'en as déjà vu, donc dis-moi lequel tu me conseilles. Donc je lui ai déconseillé les rhumatos que j'avais vus. J'avais dû en voir au moins deux ou trois, je pense, dans le coin, dans le 91. Et je lui avais dit, écoute, je suis pas satisfaite là dans le 91. Ils savent pas trop répondre. J'ai l'impression aux jeunes. Toi, tu devrais aller sur Paris. Donc j'ai cherché sûrement sur Doctolib. Là, j'ai recherché un rhumato spécialisé dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Parce que j'avais déjà fait des recherches. Et donc je l'ai envoyé sur Paris. Il y allait et première consultation, elle lui a posé le diagnostic et elle lui a fait faire le gène HLA-B27. Et suite à ça, moi je fais des recherches sur la spondylarthrite, j'accompagne mon frère à gérer ses douleurs. Celui, ça a été très difficile comme diagnostic. En plus, c'est tombé en plein Covid, où il s'est retrouvé avec le diagnostic au chômage à cause du Covid, et donc ça a été très très difficile pour lui. Moi, j'ai fait des recherches donc en parallèle, et je me suis dit mais en fait j'ai la même chose que lui, quoi. C'est pas possible. J'avais à peu près les mêmes symptômes, en tout cas au niveau sacro-iliaque. Lui, il était douloureux aussi depuis l'enfance, ou ça lui est tombé dessus comme un coup de tonnerre? Non, lui ça a été d'un coup vers 30 ans. C'est pas la première fois. Hein. Bon, il y a le témoignage de Lucie qui vient de sortir, qui raconte un petit peu quelque chose de très similaire à toi. Mais aussi dans toutes les recherches que j'ai faites, j'ai vraiment l'impression que, alors je suis pas scientifique, hein, je veux pas dire de bêtises, mais que les formes chez les hommes et les formes chez les femmes sont quand même assez différentes, hein, de manière générale, et que chez les hommes, c'est quelque chose d'assez, ils rentrent pile poil dans les cases, en tout cas, qui ont été faites. Donc, est-ce que c'est parce que toutes les recherches ont été faites en fonction des hommes et de leurs symptômes, et donc du coup le diagnostic, la clinique a été posée en fonction des symptômes que les hommes rapportent et donc du diagnostic qui tombe. Et donc, c'est pour ça que nous, les femmes, on rentre pas dans les cases. Mais c'est peut-être pas juste qu'on rentre pas dans les cases. C'est juste que les cases sont beaucoup plus grandes que ce qu'on veut nous faire croire. Mais qu'en fait, les études, elles n'ont pas été faites en fonction des symptômes des femmes. Et donc, du coup, forcément, ça colle pas à ce qu'on décrit. Mais je remarque quand même que chez les hommes, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus radiographique, ou en tout cas vu aux IRM, que chez les femmes, et avec un tableau clinique très classique. Donc maintenant, voilà, la question, j'ai pas la réponse, mais on sait très bien que par exemple, même dans le cas des infarctus, les symptômes cliniques ont été évalués par rapport aux hommes, et que chez les femmes, les symptômes d'un infarctus ne sont pas du tout les mêmes que chez les hommes. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup plus souvent à côté d'une crise cardiaque chez une femme que chez un homme, parce que forcément, on n'est pas habitué à ces symptômes-là. Mais ça veut pas forcément dire que la personne ne fait pas un infarctus. Là, j'ai l'impression que c'est exactement pareil pour la spondylarthrite. On s'est vraiment basé beaucoup sur les symptômes que les hommes ont rapportés, qui sont très, on va dire, facile à décrypter, en tout cas beaucoup plus facile que chez beaucoup d'autres patients, et en l'occurrence, j'ai l'impression plus des femmes. En tout cas, j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment une piste intéressante. Peut-être que ce que je dis a déjà été prouvé, je ne sais pas, ou que je raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, non, mais c'est des questions que je me suis posées aussi. Et dans les recherches que j'ai pu faire, on peut voir quand même que chez les femmes, c'est souvent
non radiographiques et moins faciles à diagnostiquer. Même, Ouais. Il y a quelques études, il y a quelques articles là-dessus. Mais donc forcément, si les rhumatologues que l'on rencontre en tant que femmes, où on déborde de ces cases-là, eux ont dans leur système de pensée, dans leur apprentissage, la spondylarthrite, c'est tel critère, c'est telle chose, c'est forcément que le diagnostic de spondylarthrite n'est pas posé. Oui, et en plus les femmes ont d'autres problématiques, les grossesses, etc. Du coup, ça, j'ai l'impression que ça déporte un peu les critères. Tout à fait, parce que justement, moi, je sais que j'avais une inflammation au niveau de l'IRM, au niveau des sacro-iliaques, et moi, on m'a dit que c'était à cause de mon accouchement par voie basse. Voilà. J'ai fait quand même l'IRM 1 an post-partum, donc j'ai fait des recherches très poussées sur Internet où j'ai trouvé des comptes rendus écrits par des médecins, pas sur n'importe quel site, où ils disaient que un an post-partum, il pouvait encore y avoir une sacroiliite liée à l'accouchement. Ouais. Mais je crois qu'on tombait à un pourcentage vraiment infime, donc c'est encore possible, mais plus le temps passe entre le moment où on a accouché et le moment où l'IRM est positive au niveau des sacro-iliaques, moins il y a de chances que ce soit lié à l'accouchement et plus il y a de chances que ce soit une spondylarthrite. Ouais. Mais forcément, ça vient semer le doute. Et donc, mais ça pourrait être aussi intéressant de voir si toutes les femmes qui se plaignent, toutes les femmes qui ont peut-être une IRM positive en post-partum ne se plaignent pas forcément peut-être de douleurs aussi importantes. Oui, voilà. Puis en plus, il y a des douleurs qui étaient là déjà avant l'accouchement, avant la grossesse, donc ça devrait pas entrer en ligne de compte. Exactement. C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, si effectivement les douleurs se déclenchent uniquement après avoir accouché, bon, ça pourrait être un élément en faveur de quelque chose de mécanique lié à l'accouchement. Mais quand les douleurs sont rapportées depuis des années et sont amplifiées, bon, voilà. Après, je suis pas radiologue ni rhumato, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée. Ce que tu dis est vrai. Forcément, ça sème le doute et c'est des bâtons dans les roues, le fait qu'on ait ces parcours-là aussi de grossesse, et les douleurs de dos pendant la grossesse sont très stigmatisées et sont évidemment en permanence reliées à la grossesse, au poids du bébé, à la courbure du dos, voilà, du fait de ce poids-là, quoi. Après, j'avais le rhumato qui m'avait dit, alors ça c'est à cause de vos problèmes perso, c'est parce que j'étais en instance de divorce. Il m'a dit, c'est parce que vous êtes en instance de divorce, réglez vos problèmes et ça ira mieux. Donc il y a aussi le côté psy qui ressort quand même assez souvent. Parce que c'est typique des femmes, hein, mais en tout cas c'était... Complètement. Ça, je pense que c'est un des arguments qui est le plus proposé. Je disais, j'avais lu dans un livre que pour exactement les mêmes plaintes, aux urgences, un homme repart beaucoup plus souvent avec des examens complémentaires et des antidouleurs. Et la femme, avec exactement les mêmes plaintes, repart souvent avec des ordonnances d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ouais. C'est peut-être beaucoup dans une question de surmenage et c'est dans votre tête, madame, reposez-vous. Et pour les hommes, quand il y a une plainte de douleur, non, c'est pas dans la tête, la douleur est effective, elle est vraiment là. Prise en charge, voilà, d'une autre façon, je trouve. Pour en revenir au gène HLA-B27, du coup, je vois mon médecin traitant donc, qui suit également mon frère. Donc, je lui dis oui, vous avez vu pour mon frère la spondy. Il me dit oui, toi, t'as pareil, hein, c'est sûr. Hein. Je lui dis ouais, mais ce serait bien quand même de creuser et de poser un vrai diagnostic parce que c'est pas... Il me dit je vais te faire le gène, je vais te tester le gène HLA-B27 aussi. Donc il me fait l'ordonnance, je reçois, c'est lui qui reçoit les résultats et il me dit oui c'est ça, c'est pareil, HLA-B27 positif. Je lui dis est-ce que je pourrais reconsulter un rhumato pour avoir un diagnostic, parce que de toute façon je souffrais toujours. Hein. Entre-temps, j'avais changé de poste d'ailleurs par rapport à mes douleurs. J'ai essayé de trouver un poste où j'avais moins le bras sollicité, donc c'était quand même assez équilibré, mais j'avais toujours ces douleurs par crise au niveau de la fesse, au niveau du dos. Et là, ça s'accentuait aussi au niveau du pied et de la main. Et ça, par contre, mon frère, il avait pas du tout le pied, la main, au niveau périphérique, il a pas du tout.
Bon, donc mon médecin traitant me fait un courrier qui explique les antécédents familiaux, mes antécédents depuis des années et la présence du gène HLA-B27, et il m'envoie dans un hôpital parisien où je vais consulter donc une rhumato à l'hôpital. Là, je tombe sur une femme, une jeune qui m'ausculte, qui me pose des questions rapides sur mes douleurs. Elle m'a fait des tests pour la fibromyalgie qui étaient négatifs. Et là, elle m'a fait faire énormément de... Vraiment, c'était très long et j'ai eu beaucoup d'imagerie à faire. Elle m'a fait faire une scintigraphie osseuse. Elle a exploré toutes les parties de mon squelette sous toutes ses formes, radio, IRM, échographie, sur les articulations sur lesquelles je m'étais plaint. Enfin, vraiment, elle a exploré sur le plan imagerie au max, plus des prises de sang à faire. Elle m'a dit de faire des prises de sang dès que j'avais mal. Il fallait que j'en fasse plusieurs pour voir les marqueurs inflammatoires. Voilà. Elle m'a dit vous en faites 3, je sais plus combien d'intervalles. Enfin, c'était très intrusif. Enfin, j'en pouvais plus des prises de sang et des radios. Elle m'a dit de revenir consulter. Je sais plus si c'était 3 ou 6 mois après. Je crois que c'était 6 mois. Donc j'y retourne avec toutes mes radios, un paquet de radios. Mes prises de sang et la fois d'avant m'avait prescrit des radios plus toute une ordonnance de médicaments antidouleurs, et il y avait je sais plus ce que c'est, mais c'est un anti-inflammatoire. Je suis pas sûre qu'il y ait un anti-inflammatoire dans la liste, mais il y avait un anxiolytique à visée antalgique. Laroxyl peut-être. Laroxyl, tout à fait. Et non, je suis pas sûre qu'il y ait un anti-inflammatoire dans cette première ordonnance qu'elle m'avait faite. Vu que j'avais pas d'inflammation sur la dernière prise de sang, je suis pas sûre qu'elle m'ait... Non, elle avait fait vraiment une ordonnance antidouleur avec des séances de kiné, balnéo, etc. Et grosse ordonnance antidouleur que je n'ai pas pris. J'ai pas pris le Laroxyl. Et mon père qui a des soucis au niveau du dos et qui avait déjà pris ce type de traitement, qui m'a dit ça c'est quand même costaud, si tu peux essayer de faire sans, c'est peut-être mieux. Et moi j'étais pas trop pour non plus, donc j'ai pas pris le Laroxyl, donc j'ai pas trop suivi son ordonnance. Tu dis qu'il a des problèmes de dos, est-ce que lui aussi souffrirait de spondylarthrite? Alors apparemment non, lui c'était suite à un trauma. Il s'est fait une double hernie discale. Il a eu une opération et qui s'est un peu compliquée par la suite, mais a priori ce serait pas la spondylarthrite. On sait pas de qui ça vient. Avec mon frère, donc tu suis pas cette ordonnance. Donc voilà, je suis pas cette ordonnance, mais je fais mes radios et je retourne la voir 6 mois après. Donc elle me demande comment ça se passe avec le traitement, et c'est là que je lui dis que je l'ai pas pris. Donc là, je pense qu'elle s'est un petit peu vexée. Elle regarde les radios, les imageries, elle dit oui, bon, y a rien, c'est bon. Elle me dit je peux pas vous dire que... Donc je lui dis mon frère a la spondylarthrite. Enfin, je lui avais déjà dit tout ça. Elle me dit oui, alors je peux pas vous dire que c'est la spondylarthrite parce que ça pourrait l'être, mais ça pourrait aussi ne pas l'être. Voilà. Pourrait être la fibromyalgie, mais bon là c'est négatif, donc je peux pas vous dire que c'est la fibromyalgie. Je peux rien vous dire suite à vos douleurs. Et c'est là qu'elle m'a dit les douleurs chroniques comme ça peuvent être d'origine psychologique. Vous avez peut-être eu un viol dans votre enfance. Ça peut déclencher des douleurs après à l'âge adulte. Voilà, donc moi, si vous voulez pas prendre le traitement que je vous ai prescrit, moi, je peux rien pour vous. Mon Dieu. Et là, ça m'a choquée. Je suis repartie avec... elle m'a refait une ordonnance antidouleur. Elle m'a fait une ordonnance pour de la balnéo, kiné, etc.
Et dans sa conclusion de son compte rendu, elle a noté la patiente ne veut pas prendre son traitement, creuser la piste psy et solutions naturelles, parce que je lui ai dit que je voulais essayer quelque chose de plus doux, et donc d'essayer l'homéopathie, la naturopathie, voilà. Elle l'a même noté dans sa conclusion, quoi. C'est absolument terrible les mots qu'elle a eus à ton égard, parce que non seulement elle ne connaît pas ta vie, elle ne sait rien de ce qui s'est passé, et puis peu importe, finalement que tu aies subi un viol quand tu étais petite n'explique pas forcément ça. Donc déjà, elle peut te mettre dans la tête quelque chose qui te bouleverse, et où tu commences toi en te disant un médecin me dit ça, et que tu essaies de te refaire l'histoire, d'essayer de te dire mais ça se trouve, je me souviens plus, elle a peut-être raison, il s'est passé quelque chose de terrible. Enfin, peut-être ça peut retourner le cerveau de quelqu'un. Et en plus de venir dire je suis impuissante, je ne sais pas ce que vous avez, donc je te sors le pire truc qui peut t'être arrivé pendant l'enfance. Enfin, ça n'a aucun sens, puis c'est terrible. Et puis en plus, même si c'était le cas, ça veut pas forcément dire que derrière on développe ça, on souffre comme ça. C'est une possibilité que le corps somatise pour venir dire il y a un problème, mais c'est absolument terrible de venir poser ces mots-là et de cette manière-là en plus. Et surtout au bout de la deuxième consultation, presque au moment de me dire au revoir, enfin c'est grave, c'est très grave de dire ça à un patient. Ça m'a choquée. Je me suis dit, là vraiment j'ai perdu espoir. Je me suis dit la médecine, elle a ses limites. En tout cas au niveau de la santé mentale, on n'est pas au point. Je suis rentrée chez moi, j'ai rangé toutes mes radios, j'ai rangé mes ordonnances et j'ai dit je vais prendre sur moi, je vais continuer à essayer de faire de la méditation, à essayer de faire un peu de renforcement musculaire et mes petits étirements que la chiro m'avait conseillé, puis je vais continuer à vivre ma vie comme ça, hein. Voilà. Oui, tu décides d'enterrer finalement les médecins, tes examens, et de te dire maintenant c'est terminé, c'est derrière moi, je vivrai comme ça toute ma vie. Voilà. Et j'arrête de parler de mes douleurs, je prends sur moi, voilà. Après, il y a juste mes proches avec qui je vis. Eux, par contre, je peux pas leur cacher. Ils voient bien que je boite. Ils voient bien que le matin, j'ai du mal à me lever et que je suis vraiment très très fatiguée. J'ai vraiment du mal à me réveiller. Physiquement, c'est très compliqué pour moi les réveils. Ces derniers temps, j'ai senti vraiment que les symptômes se précisaient de plus en plus. Donc là, c'était en 2020, donc là, ça fait 3-4 ans que je sens, et à chaque fois, je me dis, mais c'est sûr. En fait, j'étais persuadée que j'avais la spondylarthrite comme mon frère, et donc il y a certaines fois, des collègues me voyaient un peu douloureuse et tout, et je leur ai dit, j'ai sûrement la même maladie que mon frère. J'ai sûrement la même maladie que mon frère. En gros, j'avais l'impression de lui piquer sa maladie, même quand je lui disais à lui ou quand j'en parlais à mes parents, des fois, non, c'était la maladie de mon frère, c'était pas la mienne du tout. Et j'ai l'impression que j'essayais de lui voler la vedette. C'est ridicule. Je vois très bien ce que tu dis. Oui. Si, mais c'est parce qu'en fait, t'avais aucune reconnaissance. Et donc en fait, tu t'accrochais parce que tu disais, mais c'est tellement similaire à ce que je vis. Et puis je pense que peut-être il y avait aussi un sentiment presque d'injustice, de se dire, mais pourquoi finalement presque lui, il a le droit à un diagnostic et donc une reconnaissance et donc une prise en charge adaptée, et pourquoi moi je suis reléguée à vous, c'est peut-être un viol dans votre enfance, allez soigner le côté psy. C'était terriblement injuste, parce qu'en fait toi on te faisait passer presque pour folle, alors que ton frère il avait une réponse adaptée. Et que la seule chose qui vous différenciait, c'était des marqueurs inflammatoires dans la prise de sang et sur les radios, mais que pour le reste en fait tout collait. Ouais. J'ai laissé cette maladie à mon frère pendant 3-4 ans là. Et là cette année, donc de début d'année, j'ai de plus en plus de douleurs, et je continue à faire des recherches,
Je me suis dit, mais c'est vrai, enfin, si j'ai la spondylarthrite, il faudrait quand même que quelqu'un me le dise, que j'ai pas l'impression d'être un imposteur à m'inventer une maladie, quoi. Parce que vraiment, là, je commençais à être un peu coincée. J'étais entre rejetée parce que on m'a dit que c'était pas ça, donc non, c'est pas ça. Et si, Laurie, tu sens bien que c'est ça. Enfin, c'était compliqué. Donc je me suis remise à faire des recherches et je me suis dit je vais écouter des témoignages. Donc j'ai tapé sur Spotify spondylarthrite pour essayer de trouver des podcasts avec des témoignages sur cette maladie. Et je suis tombée sur ton podcast. Je suis tombée sur l'épisode de Princesse aux doigts saucisses où il y a des choses qui m'ont fait écho. J'ai écouté du coup par la suite le tien, ton témoignage. Et là, quand j'ai écouté ton témoignage, je me suis dit, je vais lui écrire, c'est pas possible, il faut que je lui dise merci. Déjà, même juste l'introduction du podcast m'a presque fait pleurer, hein, vraiment, je me suis sentie... je me suis reconnue dans toute cette errance, dans tout le parcours que j'ai eu. Donc je me suis dit, bon, je vais retenter. Après toutes ces années, je vais retenter, je vais essayer de faire quelque chose, de me sortir de cette situation. Et donc, quand on a échangé, j'étais déjà en train de me dire qu'il faut que je consulte un rhumato, mais je savais pas lequel. Je savais pas lequel. Je me suis dit, est-ce que j'en tente un nouveau à côté de chez moi? Est-ce que je tente la même que mon frère? Mais je me dis, mais la même que mon frère, c'est pas forcé qu'elle puisse me diagnostiquer vu que j'ai pas d'IRM positive. Donc si je me reprends encore un vent, ça va être très difficile pour moi. Oui. Et puis j'avais pas envie de suivre mon frère comme ça. Enfin, c'était très compliqué pour moi de trouver, de savoir quoi faire. Et donc quand on a échangé, où je t'ai dit un petit peu les symptômes que j'avais et que je t'ai expliqué que c'était très compliqué pour moi le rapport avec les rhumatos, tu m'as dit va voir le mien. Et donc voilà, j'ai cliqué sur le lien que tu m'as envoyé avec ce super rhumato qui vient d'ouvrir son cabinet. J'ai eu un rendez-vous 1 mois après. Donc, c'était incroyable. Ouais, c'est ça. On a parlé en mars et j'ai eu rendez-vous le mois d'avril. Et donc là, je me suis dit ça y est, je vais retourner voir un rhumato. J'avais très peur. J'avais presque envie de le dire à personne. Enfin, c'était très particulier. J'arrivais pas à y aller toute seule à ce rendez-vous. Donc j'ai demandé à ma conjointe de m'accompagner. Pareil, les podcasts, je lui ai envoyé les podcasts, je lui ai fait écouter les deux. Et en les écoutant, elle a dit oui, c'est vrai que c'est pareil. Elle a reconnu les mêmes symptômes. Enfin, elle a reconnu les situations et elle me dit si tu veux, je t'accompagne. Donc voilà, elle m'a accompagnée à mon rendez-vous de rhumato sur Paris. Et donc très très sympa ce rhumato. Et je commence à lui expliquer pourquoi je suis là. Donc je lui explique un petit peu mes douleurs et je commence à lui sortir un petit peu au fur et à mesure les radios que j'ai déjà fait. Je lui dis oui parce que j'ai déjà vu un rhumato. Et c'est elle qui me dit je suis pas le premier. Je dis non, c'est pas le premier. Et donc je lui ai raconté quand même ma dernière consulte avec ce que m'avait dit la rhumato d'un hôpital sur Paris là, où il était très choqué aussi. Il m'a dit je suis désolée pour ça. Et lui, il a essayé de reprendre les choses dans l'ordre et il m'a vraiment écouté. Il a épluché toutes les imageries qu'elle m'avait fait faire et
Il y avait des petites choses d'ailleurs, il y avait des épanchements au niveau des articulations des doigts. Enfin, il a quand même trouvé des petites choses et il m'a montré les critères pour poser le diagnostic. Donc apparemment, il est quand même très spécialisé, donc il a assez bien élargi toutes les cases qu'il faut cocher. Et donc il m'a bien montré par rapport à mon âge, par rapport aux antécédents, par rapport au gène HLA-B27, il me dit voilà, il faut cocher au moins 2 des critères. Il dit vous en avez au moins 4. Il dit donc je suis désolée de vous le dire comme ça à la première consulte, mais vous avez la spondylarthrite ankylosante. J'ai cru que j'allais pleurer quand il m'a dit ça. Je savais même pas si j'étais contente ou triste. Enfin, j'étais en tout cas très très émue. Je suis encore. Oui, moi aussi. Donc, c'est après tant d'années en fait. À la fois, bien sûr, on n'a pas envie d'avoir cette maladie-là, mais c'est enfin la reconnaissance, c'est enfin un mot sur tout ce que tu vivais depuis des années. Ah ouais, vraiment, là, je me suis dit, il me croit, et il m'a regardé surtout. En tout cas, il a compris pourquoi j'avais mal. Il a trouvé une explication et ça, je me suis sentie plus légitime. Là, je me suis dit mais alors s'il me croit et si c'est des douleurs typiques, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que j'ai vraiment mal. C'est pas moi qui suis complètement folle. Je m'invente pas des douleurs. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça existe. Et puis, je suis pas la seule aussi. Donc voilà, il me dit, vous repartez avec un diagnostic. Il m'a donné des anti-inflammatoires uniquement. Il m'a pas donné d'antidouleurs. Même pas donné de séance de kiné à faire ou quoi, parce qu'il a vu que j'étais quand même assez... j'arrive à gérer quand même mes douleurs, et donc lui, il m'a prescrit des anti-inflammatoires à essayer, et il m'a déjà parlé de biothérapie. Il m'a fait faire... Enfin là, j'ai des ordonnances pour faire des examens en anticipation, enfin pour... ouais, c'est ça. Au niveau des poumons, une prise de sang. Oui, au niveau des poumons, ne serait-ce que pour voir si t'as pas une... Au niveau de la tuberculose, parce que la biothérapie peut... c'est ça. Donc j'ai ça à faire. C'est ça, si t'as pas une tuberculose latente. Qui m'a donné de la consultation, donc j'ai bien le diagnostic écrit noir sur blanc. Donc spondylarthrite ankylosante, axiale, périphérique, anthésitique, donc ce qui touche les anthèses. Lui, en plus, il m'a ausculté, il a touché certains points, et il a dit oui, non, c'est très précis. Donc je me suis dit, c'est aussi clinique ce que j'ai, ça existe, voilà. J'ai vraiment été écoutée pour la première fois. Et donc voilà, il a mis à parler biothérapie pour la prochaine fois. Il m'a même fait le score BASDAI sur les douleurs et la qualité de vie des personnes qui souffrent de spondylarthrite. Je sais pas si c'est utilisé dans le cadre d'autres maladies. Non, je crois que c'est spécifique. Parce qu'il y a oui. Du coup, tout est scoré au niveau du réveil, des raideurs matinales et tout ça. Donc là, j'avais plus de 6. Il faut avoir en dessous de 4. Donc c'est là qu'il m'a dit essayer de faire baisser ce score. Il a dit on va essayer de diminuer vos douleurs, mais malheureusement on pourra pas les supprimer. Il me dit je sais que vous attendez sûrement qu'on les supprime, mais on pourra pas les supprimer. Je lui ai dit que j'avais pas spécialement espoir qu'on les supprime. Depuis toutes ces années, j'ai bien compris que c'était compliqué à gérer. En tout cas, je lui ai dit merci. Je sais pas combien de fois en partant. Je dois retourner le voir 4 mois après. Et donc, dès que je suis sortie de sa consultation, je t'ai écrit. J'attendais tes nouvelles avec impatience. Je t'ai écrit tout de suite. Je me dis, ça y est.
Alors, c'était très bizarre parce que j'étais contente de lui dire, contente, j'ai la spondylarthrite, c'est super. Je lui ai dit non, c'est pas super d'ailleurs, mais donc ouais, je t'ai écrit, je t'ai dit vraiment merci à ma sortie de cette errance, pour, on peut dire, presque 25 ans, quoi. Je suis toute petite. Et donc là, j'ai écrit à mon frère aussi. Je lui ai envoyé carrément, je lui ai fait un screen du compte rendu pour qu'il me croie en plus. Enfin, c'est grave. Hein, de toute façon, il m'aurait cru, hein, mais c'est comme si j'avais besoin de montrer. Bah, regardez, c'est pas moi qui le dis, quelqu'un, un docteur, un rhumatologue. Et j'ai appelé mes parents aussi ce soir-là. Je leur ai dit. Donc ma mère me dit bah oui, bah je m'en doutais, je vois bien comment t'es depuis quelque temps. Donc elle me dit ça, mais par contre elle me disait rien sur le moment. Hein. Donc elle me dit oui, bah j'ai bien vu. Hein. Donc elle était pas surprise, ma mère. Mais mon père, par contre, il me dit bah mince, moi ça m'arrangeait de me dire que c'était dans ta tête, mais là maintenant c'est dans ton corps, quoi. Et puis surtout, il a les boules que ses 2 enfants aient la spondylarthrite, quoi. Il se dit vraiment, il était triste qu'on soit touchés tous les deux. Voilà. Moi, je me suis dit, donc vraiment, c'était pas une idée que je me faisais, je passais vraiment pour une folle. C'était vraiment dans ma tête, quoi, depuis toutes ces années pour eux. Donc là, je me suis dit, c'est quand même si c'était dans ma tête, ça devrait pas être... Les douleurs étaient réelles. C'est ça. Je me dis, la santé mentale, vraiment, elle est quand même pas très bien prise en charge non plus, hein, que ce soit médical ou par les proches. Enfin, je me dis, c'est quand même compliqué. Hein. Ça m'a quand même bien perturbée. C'est d'un côté, j'étais... je sortais de ce côté imposteur. J'avais l'impression de m'inventer des douleurs et tout. Là, au moins, j'ai un mot. T'as un diagnostic. Et je peux dire, je peux expliquer toutes ces personnes qui me voient en souffrance et qui comprennent pas trop, bah, qu'est-ce qu'il y a, Laurie? Là, je peux leur dire, bon, bah, j'ai la spondylarthrite. Et quand même... Tu n'as plus la même maladie. Tu n'as pas peut-être la même maladie que ton frère. Ça. Tu souffres de spondylarthrite. Ouais. Et là, ça laisse une autre... ça change le discours des gens. Et même moi, je me dis, bah, ça clôt un peu le débat de, bah, c'est peut-être parce que tu t'es couché tard, bah, c'est peut-être parce que... tu manges ceci ou cela, ou bah, c'est peut-être tes chaussures, faudrait que tu changes de chaussures. J'avais des gens comme ça qui essaient de trouver des raisons, des explications, et puis qui se comparaient aussi. Ah bah moi aussi j'ai ça. Là au moins ça clôt toute discussion. Ça clôt la discussion. C'est ça. Et ça laisse un peu plus... il y a des gens qui me demandent bah, qu'est-ce que c'est, quelle solution on a trouvé pour ça, pour te soulager. Ça change quand même le rapport à la douleur et à mon entourage et dans ma vie aussi. Ça, j'ai encore changé de poste. J'ai voulu faire un poste qui me tenait à cœur, que j'avais toujours voulu faire. C'est orthoptiste à domicile auprès d'enfants en situation de handicap, de déficience visuelle et handicap associé. J'ai toujours voulu faire ça. Là, il y a l'opportunité qui s'est présentée au mois de décembre. Sauf que ça a vraiment amplifié mes douleurs. Je suis en voiture toute la journée entre chaque patient. Je suis amenée à être au sol avec les bébés.
Des fois, voilà, je suis à quatre pattes, j'arrive pas à me relever. Après, je dois les porter un petit peu, et j'ai mal partout. Enfin, vraiment, ça m'épuise. Je dois porter mes sacs de matériel. Pourtant, ils sont assez légers. J'essaie d'adapter, mais j'ai l'impression qu'ils pèsent 1 tonne. J'ai tellement mal au bras, je suis fatiguée que j'ai du mal à porter mes sacs et à bouger. Et donc là, je suis en train de me dire, mais j'aurais peut-être pas dû prendre ce poste. C'est pas du tout adapté quand on a la spondie. Mais j'avais pas la spondie à l'époque. Je l'avais pas pour de vrai en décembre. Donc je pense que j'étais un petit peu dans le déni. Voilà, j'oscillais entre j'ai rien, ça va aller. Et donc là, voilà, le fait d'avoir ce diagnostic, ça va quand même m'aider à plus m'écouter et à adapter un peu plus ma vie, à trouver des compromis, et à éviter je me retrouve en grosse crise. C'est ça que j'aimerais éviter, parce que vraiment, c'est quand je suis en crise, ça dure plusieurs mois, et c'est compliqué après de remonter la pente. Ça impacte aussi au niveau sur le moral, forcément, et puis après on n'ose plus faire pour pas que ça redéclenche la crise. Enfin, c'est assez compliqué à gérer. Je pense que si j'ai un petit contre-coup de ce diagnostic là, qu'il y a plein de choses qui reviennent au niveau rétrospectif. Je me dis bah oui, mais ça c'était la spondie, bah ça aussi. Je remets des souvenirs, je les remets un peu dans l'ordre, et je me dis bah ça, voilà. Donc ouais, depuis le diagnostic, je ressasse un peu certains événements, et je les regarde sous un autre angle. Donc voilà, je chemine avec ce diagnostic. Quand je t'entends aussi, j'ai l'impression en fait que le diagnostic, il vient t'autoriser à, tu le disais, à t'écouter, mais aussi à te dire que, enfin oui, il vient t'autoriser à t'écouter, à prendre soin de toi, et aussi à réfléchir en fonction de cette pathologie-là, alors qu'avant, finalement, tu avais exactement les mêmes douleurs. Mais j'ai l'impression, en t'écoutant, que tu étais vraiment dans un état d'esprit de toute manière, comme c'est pas réel, c'est dans ma tête, et ben il faut que je continue. Peut-être que même inconsciemment, en faisant le job de mes rêves, je vais être plus épanouie, du coup j'aurai moins de douleur, puisque si c'est dans ma tête, c'est parce que j'ai un problème, peut-être que je suis pas assez épanouie dans ma vie, que faire le boulot dont j'ai toujours rêvé, ça va m'épanouir, donc j'aurai moins de douleur. Enfin, on peut imaginer ce genre d'association consciente ou inconsciente d'ailleurs, et que tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui vient se remettre en question, et à la fois ça c'est bénéfique parce que ça va te donner la porte d'accès à toi et à prendre soin de toi et à t'autoriser à ça, et même par rapport au regard des autres. Et on sait que même s'il faut s'en détacher, c'est très difficile de le faire. Mais en même temps, ça vient remettre tellement de choses en question, même dans tes choix de vie et dans ta manière de vivre jusque-là, que c'est bouleversant. Oui, c'est bouleversant. Ça, c'est le mot. Est-ce que les traitements qu'il t'a prescrits pour le moment, les anti-inflammatoires, diminuent quand même tes douleurs ? Oui, ça m'a changé mes réveils. Vraiment, au niveau des réveils, je suis moins assommée. Enfin, vraiment, des fois, je me réveillais et je disais à ma conjointe, j'ai l'impression que je me suis fait rouler dessus par un camion. Camion, c'est un peu exagéré, mais vraiment mal partout. J'avais des douleurs nocturnes aussi. Vraiment, mon matelas me faisait mal. Enfin, je supportais pas le poids de mon corps sur le matelas. On m'a déjà dit, alors il faut que tu changes de matelas. Mais mon matelas est très très bien. Il faut que je change de corps, vous ne comprenez pas. C'est plus compliqué à trouver, mais c'est ça la réalité. Donc non, ça j'ai senti quand même que ça allait mieux à ce niveau-là. Et après, au niveau du dos aussi, au niveau sacro-iliaque, une nette amélioration. Par contre, là, ce qui me gêne, c'est les articulations périphériques. J'ai toujours mal aux pieds et à la main. Je suis assez fatigable.
quand j'écris, quand je dessine, j'ai mal à la main. Et quand je marche trop, j'ai mal aux pieds. Voilà. Donc là, je me suis mise en arrêt, je me suis autorisée à m'arrêter. Je l'avais pas fait depuis ma grossesse. Hein. Donc mon fils a 8 ans et demi. Donc je m'étais pas du tout autorisée à me mettre en arrêt de travail. Et là, je me suis arrêtée 15 jours. Et je me suis dit qu'il fallait que je repose mon corps, même au niveau de l'annonce de la maladie, qu'il fallait que je me pose un peu et que je m'écoute. Ouais, pour intégrer, le digérer, en fait, reposer aussi ton esprit et puis te laisser le temps de vivre tes émotions. Et quand on est dans un rythme effréné, en plus avec les douleurs, finalement, on n'a jamais le temps de se poser et de digérer les informations que l'on a reçues et tout ce que ça vient bouleverser dans notre vie. Et là, finalement, c'est te laisser ce temps-là, en fait, d'aller à ton rythme, pour une fois. Donc, le repos, en plus des anti-inflammatoires, m'a quand même bien soulagée. Donc, j'ai repris le travail, là, cette semaine. J'arrive mieux à marcher et chaque matin où je pose le pied par terre, où j'ai quasiment pas mal au talon, je suis contente. Je le note carrément dans un petit carnet pour voir l'effet des anti-inflammatoires. Hein, pour avoir des petits repères, je note régulièrement quand je suis en crise comme ça. Et là, je note quand les réveils sont pas douloureux. Et donc, je pense que les anti-inflammatoires m'ont bien aidé à ce niveau-là. Donc déjà, le fait de se réveiller moins fatigué, ça annonce une meilleure journée. Tout à fait. Ouais, ça fait vraiment une grosse différence. Donc là, tu vas le revoir dans quoi, 3 mois à peu près? Là, ouais, c'est ça, ça tombait au mois d'août. Donc, je vais aller le voir à la rentrée, quoi, je pense. Ok. Et vous ferez le point pour savoir si vous persévérez un petit peu avec les anti-inflammatoires ou si vous tentez une biothérapie. Ouais, c'est ça. Mais après, je suis pas encore prête pour la biothérapie. Je pense. Il faut que j'essaye là de faire des recherches, de me renseigner. Mais c'est pareil pour les anti-inflammatoires. Il y en a plein qui disent mais attention, les anti-inflammatoires, c'est pas bon. Oui, c'est comme tout, sur le très long terme, les anti-inflammatoires, c'est pas bon. Et d'ailleurs, en fait, les anti-inflammatoires dans la spondylarthrite, s'il y a des poussées et qu'entre les poussées, l'état redevient normal, ça peut très bien se gérer comme ça. Si c'est par petites phases, quelques semaines par-ci par-là, des poussées, on prend les anti-inflammatoires, ça passe, tant mieux. Quand on a besoin des anti-inflammatoires matin et soir tout le temps, c'est là que la question de la biothérapie vient se poser parce qu'au quotidien, il semblerait quand même que ce soit moins délétère. Et puis, même si c'est pas un traitement à prendre à la légère, la biothérapie. Et surtout, il faut quand même garder l'espoir que ça puisse t'enlever presque toutes tes douleurs, voire une grande partie des douleurs. Moi, je vois quand même des gens, qui courent des marathons, qui font du sport toute la journée sous biothérapie, alors qu'avant ils arrivaient quasiment plus à marcher. Donc il y a vraiment tous les cas de figure. C'est vrai que peut-être ça peut faire les mêmes effets que les anti-inflammatoires, mais sans entraîner des problèmes au niveau rénal, au niveau digestif, etc. Et puis ça peut aussi être presque miraculeux et te redonner une vie sans douleur, en tout cas pendant un laps de temps plus ou moins long. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Et puis il y a tellement de molécules différentes qu'on ne réagit pas forcément de la même manière à toutes les molécules. Mais je pense qu'il faut quand même garder cet espoir que ça peut marcher encore mieux que les anti-inflammatoires. Ouais, ça, j'ai vraiment du mal à y croire. Je le vois même sur les réseaux sociaux, des personnes qui partagent leurs témoignages. Alors, je pense notamment à l'une des personnes qui a la même biothérapie que j'avais avant. Alors elle fait des marathons, elle court et elle gambade toute la journée, c'est miraculeux. Alors que moi, sous la même biothérapie, j'avais encore beaucoup de poussées, je pouvais pas du tout courir. Mais par contre, ma qualité de vie était nettement améliorée par rapport à ce que j'avais connu avant. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout un éventail de possibilités et il faut pas se fermer à ces possibilités-là. Mais il faut être prêt, évidemment, il faut rien brusquer. Et là, c'est encore tellement récent, ça vient bouleverser tellement de choses aussi dans
dans accepter finalement qu'il y a des choses à faire et que, alors que tu étais dans un état d'esprit, tu te disais de toute manière maintenant, je prends sur moi, je dis plus rien et je vais vivre avec ça toute ma vie. Et là, tout d'un coup, on vient te dire non, attends, on peut faire plein de choses, on va faire en sorte que tu aies moins mal. Et donc tout d'un coup, c'est accepter qu'il y a un autre possible et une autre prise en charge, alors que tu t'étais presque formaté à te dire non, maintenant, je me plains plus, j'avance, j'ai mal, tant pis, c'est dans ma tête. Et donc, en fait, c'est faire finalement le chemin inverse pour peut-être en venir à te dire, ok, ben je suis prête à essayer. Et puis peut-être que ce sera pas tout de suite, peut-être que ce sera jamais, mais en tout cas, comme tu le disais, c'est un cheminement et il faut pas se mettre la pression. Ouais. Et si c'est dans 3 mois, c'est pas encore le moment, bah c'est pas le moment. Et il faut t'écouter. Je me dis, c'est tellement passé de choses en un mois là, depuis que j'ai le diagnostic dans ma tête. J'ai encore le temps là en 3 mois de cheminer. Déjà, je vais essayer de diminuer les anti-inflammatoires pour voir comment je me sens. Ben, voilà, je vais faire plein de petits tests d'ici là. C'est tout un cheminement. Déjà, il faut que j'accepte aussi mes douleurs, mais d'une autre façon. Voilà. Comme tu disais, j'avais tendance à les étouffer, à me dire. Je disais souvent que j'avais un corps de vieille, alors que j'ai que 35 ans, mais je me sens vieille depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis que je suis au lycée, quoi. Ouais, bah c'est souvent ce qu'on dit quand on a une spondylarthrite, que on est jeune mais qu'on est dans un corps de personnes âgées. Ouais. J'avais des petites patientes des fois qui se plaignaient de leur petite douleur et elles me disaient ah bah vous avez de la chance, profitez, vous êtes jeune. Et moi j'étais là, compliqué, j'y arrive pas. Ouais, ouais, je l'ai déjà entendu aussi ça, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à une personne qui est encore en errance, qui peut suspecter une spondylarthrite ankylosante? Écrivez à Yasmine. Non, je voulais... Oui. Non, surtout de se rapprocher de personnes qui vivent des choses similaires, de se renseigner, les réseaux font des choses superbes comme ça, où on peut échanger avec des personnes qui ont les mêmes symptômes, qui ont traversé des choses similaires. Enfin, vraiment de pas rester tout seul, de pas étouffer ses douleurs, vraiment de se rapprocher des gens, d'écouter des témoignages, voilà. Vraiment, ça a été, c'est ce qui m'a sorti de cette errance. En plus, le fait que ce soit des personnes, des inconnus, il n'y a pas tout cet affect que peuvent avoir nos proches, quoi, notre entourage. Il y a pas cette part de jugement, il n'y a pas de, c'est pas biaisé par nos problèmes perso qu'on peut avoir ou notre situation. Voilà, moi j'ai pas retrouvé le discours culpabilisant que peuvent avoir certaines personnes, même nos amis. Donc le fait de parler avec toi, Yasmine, avec Princesse aux doigts saucisses aussi, j'ai échangé un petit peu avec elle. Et voilà, le fait d'écouter des témoignages de personnes lambda, qui ont une vie différente de la nôtre, mais qui ont des choses qui se répètent, en fait, des symptômes qu'on reconnaît. Là, ça aide beaucoup. Donc, rapprochez-vous des gens, des douloureux, des douloureux chroniques. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de venir aujourd'hui, de nous raconter ton histoire. Et puis, j'espère vraiment que tu continueras de me donner de tes nouvelles et puis ben voilà, que ça va aller de mieux en mieux, que ce soit sur le chemin finalement de l'acceptation de ce diagnostic avec tout ce que ça implique et ce changement de prisme. Ouais, tu parlais de prisme dans ton métier, et tout d'un coup de changer la facette du prisme que tu avais mis devant tes yeux pour te voir aussi toi et aussi dans tes ressentis, dans tes émotions, que maintenant tu peux accéder à plein d'autres choses. Et puis voilà, je te souhaite que ça aille du mieux possible et que tu continues avec ce rhumato, que
oui, que j'ai conseillé d'ailleurs à d'autres personnes et qui est vraiment super, qui est extrêmement bienveillant aussi. Et ça, je sais que je t'avais rassuré, tu avais très peur de ça et je t'avais dit, écoute, vas-y en toute confiance. En tout cas, moi, je t'envoyais là-bas les yeux fermés. J'aurais été très surprise que tu aies une mauvaise expérience avec lui. Et je suis hyper heureuse. Et bien finalement, d'avoir contribué à ce diagnostic-là d'une certaine manière. Et voilà, j'en suis même fière. Mais surtout tellement heureuse de me dire qu'il y a 1 an, je sortais le premier épisode et qu'aujourd'hui, on se retrouve à échanger et que le podcast t'ait aidé de cette manière-là, sans qu'on se connaisse, sans que personne t'en parle, juste grâce à une barre de recherche. Un mot-clé. C'est incroyable. Merci encore à toi, Laurie, et puis à très bientôt. Merci, Yasmine. Lorsque j'ai lancé le podcast, aider certaines personnes à poser un diagnostic en le confirmant avec leur médecin était l'espoir que je chérissais au fond de mon cœur. Aujourd'hui, ce n'est plus du domaine de l'espoir, mais bien de la réalité. Alors merci Laurie pour ta confiance en livrant aujourd'hui ton parcours et ton témoignage. J'espère sincèrement que tu vas aller de mieux en mieux. J'espère aussi que le témoignage de Laurie vous redonnera de l'espoir à vous qui avez écouté. Rien n'est jamais perdu, même après 25 ans d'errance. Encore une fois, il suffit d'une personne pour changer notre chemin de vie. Alors n'hésitez pas à changer de médecin si le vôtre ne vous convient pas. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.